Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois aujourd'hui Vincent Gunter, cofondateur de Bookinou, une conteuse de livres pour les petits. Bookinou a pour mission d'accompagner les enfants dans la lecture, leur donner le goût et l'accès à la lecture. Vincent revient sur les débuts de Bookinou, la construction du boîtier avec toute la logistique nécessaire, et surtout l'envie d'avoir un réel impact dans l'éducation des petits dès 2 ans. Car plus on lit des livres aux enfants, mieux ils apprennent à lire plus tard. Bookinou, recommandé par les enseignants et soutenu par l'Éducation nationale, permet d'écouter une histoire, déjà éditée en papier, mais aussi d'enregistrer sa voix pour un moment d'émotion encore plus grand. Merci Vincent pour ce moment et belle écoute. Hello Vincent, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Donc on enregistre en direct des locaux de Bookinou au H7 à Lyon. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites Vincent. Si je dois me présenter, je dirais que c'est assez marrant. On a fait l'exercice il y a pas si longtemps en team building, toute l'équipe ensemble, où on devait remplir un questionnaire pour étudier la personnalité de chacun, etc. Et donc moi j'étais dans la catégorie des personnes qui aiment les challenges, les défis, avec un peu le goût de la compétition aussi, un petit peu mauvais perdant quand j'étais plus jeune, mais je travaille dessus depuis. Mais je pense que voilà, ça fait partie de mes moteurs en tout cas. Après, c'est des qualités aussi, hein. C'est bien sûr. Voilà. Non, il faut. Les moteurs, je pense, c'est en fonction des. Il faut savoir des... un peu les dompter aussi et puis en Exactement. faire bon usage. Et après, j'ai besoin de travailler dans un environnement sain, avec une bonne ambiance humaine entre les personnes. J'ai un associé qui s'appelle Guillaume et avec Guillaume, on avait défini que nos valeurs à nous, c'était être exigeant envers nous-mêmes et bienveillant avec les autres. Je pense que ça résume assez bien justement cette dualité entre entre le goût du défi d'un côté, mais en même temps avoir un climat et puis accorder beaucoup d'importance à l'humain. Un côté un peu sain aussi, j'imagine. Sain, et puis en termes d'équipe, on fait ça parce qu'on passe énormément de temps avec l'équipe, donc il faut que ça se passe bien. On y passe plus de temps qu'avec sa propre famille. Exactement. Donc il faut que ça soit source de satisfaction et si ça l'est pas, à l'inverse, ça me pèse. J'y accorde quand même beaucoup d'importance. Je sais pas que je le fais bien tout le temps. D'accord. mais j'y fais attention. Ok. Et donc, parle-nous de Bookinou. Donc, j'ai un associé qui s'appelle Guillaume. Guillaume et moi, on était collègues, on est devenus copains et on est devenus associés ensuite. Et la femme de Guillaume, Clémence, est orthophoniste. Et si je devais le résumer en une phrase, le pitch, c'est que plus on lit des livres aux enfants et mieux ils apprennent à lire plus tard. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé, Guillaume surtout, une petite machine qui lit les livres aux enfants. Donc, on a vraiment un objectif qui est d'accompagner les enfants dans la lecture, très jeunes, à partir de 2-3 ans, de leur donner le goût de la lecture et de leur donner accès aux livres. D'accord. Et donc, on a créé un objet hardware, un objet compagnon pour les enfants qui leur lit les livres, et ensuite d'autres services et contenus qui vont avec. Mais le pourquoi de Bookinou, la raison d'être, c'est ça, c'est le goût et l'accès à la lecture pour tous les enfants. Est-ce que vous avez des enfants, toi et Guillaume ? Oui. J'avais une fille à l'époque où on a démarré, j'en ai une deuxième et Guillaume a aussi un fils. Concrètement, quand on lance une entreprise et qu'on a besoin de trouver des gamins pour faire des photos, qu'on a besoin pour faire des vidéos, qu'on a besoin d'avoir des gens des choses, le soir de tester, c'est pratique. Vous les avez à la maison. Voilà, quand on l'a lancé, j'avais à l'âge où tous les copains autour de moi avaient aussi des jeunes enfants, donc c'est un bon test pour ça. De faire tester directement le produit. Donc le hardware, c'est pas forcément évident, non ? C'est pas la voie la plus simple. Au départ, on avait... Peut-être créé quand déjà ? En 2018 et on a lancé commercialement fin 2019. D'accord. Donc il y a vraiment ce délai lié
à la La partie fabrication? R&D, la Ouais. fabrication, l'industrialisation d'un produit. Et puis voilà, c'est toute après une chaîne qui est assez longue, un peu périlleuse. Fabrication où? Fabrication en Asie là, actuellement, un sujet qui est à l'étude et on a un industriel français avec lequel on travaille justement sur ce sujet-là, Mmh. puisqu'il y a plusieurs sites de production. Donc voilà, les choses peuvent changer. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident au niveau des coûts. Enfin, moi, je suis financière, hein, donc c'est vrai que je m'intéresse à ces sujets-là Ouais. de business model et Ça n'a même pas été les co-financiers. non? Après, c'est aussi des sujets de rencontre entre des entreprises, des personnes. Ouais, Et la rencontre s'est opérée avec Altior. On a réussi à bien travailler ensemble parce qu'au ouais. départ, on avait démarré sur une fabrication française avec des Mmh. partenaires français. Ça n'a pas pu aller au bout. Mais pas pour des raisons financières. C'est plus Ouais. parce que Enfin, relationnel entre guillemets, bien plus ouais, et puis business, ça aboutissait pas vision. à par la partie R&D, donc il y avait vraiment pas que c'était pas un enjeu financier au départ, mais ça n'a pas pu aller au bout. Ça Ouais. a failli nous être fatal en lancement d'entreprise, et finalement on a pu trouver l'industriel avec lequel on travaille aujourd'hui, avec qui ça se passe super bien, qui s'appelle Altior. Mais l'essentiel c'était de trouver un bon partenaire fiable qui puisse nous accompagner sur la durée, puis en partant de tout petit, puis en nous aidant à grandir. Quelques chiffres de Bookinou Hmm. actuellement? On communique peu sur les chiffres parce qu'on aime bien aussi, enfin, vivre un peu caché. Ouais. Après, ça Mais peut être des chiffres sur non, mais non, les utilisateurs, oui, les bien sûr. enfants. Non, non, mais je plaisante parce que forcément, on communique aussi comme toute entreprise qui a besoin de Voilà, communiquer pour se faire connaître. évidemment. Mais on a franchi une barre qu'on trouvait vraiment importante et symbolique. Il y a 250 000 enfants qui avaient accès à un bouquinou, au livre avec un bouquinou en 2022, D'accord. via l'école ou à la maison. Donc ça, c'est important pour nous. On est très présent justement dans les écoles. Et ça, c'est important en termes d'impact et d'accessibilité à la lecture. On sait bien quand on fait un produit, d'ailleurs c'est valable pour un service, mais il a toujours un coût. Ce coût, il est pas, c'est pas toujours un coût que peuvent se payer en tout cas toutes les familles. Donc, or la lecture doit être accessible à tous. Ouais, donc c'est ce Donc bref, côté le cheminement impactant, fait que voilà, il fallait voilà. qu'il y ait un moment, ça soit accessible via les bibliothèques ou via les écoles à tous les enfants pour qu'on réponde à notre objectif de départ. Ouais. Et donc, Bookinou, donc tout le monde peut l'acheter. Oui, C'est accessible vraiment à tout le monde. oui. Est-ce que vous avez des partenariats ou c'est plus vraiment En les termes de écoles ou les vente, bibliothèques qui les achètent oui, on vend à la fois aux écoles d'un côté et bibliothèques, et de l'autre aux familles. On vend soit en direct sur notre site bookino.com, soit via des revendeurs qui peuvent être soit spécialisés sur le marché des écoles, soit des revendeurs des grandes enseignes que tout le monde connaît ou des libraires indépendants D'accord. qui revendent aussi également le produit, donc des enseignes plutôt côté culturel, Mhm. éducatif, voilà. Et vous prospectez justement dans des environnements avec des enfants, je sais pas, ça peut être des bibliothèques, des crèches même, parce que ça commence à 2 ans, j'ai vu. Oui, oui, on a effectivement le produit est donc certifié, répond aux normes pour les enfants de moins de 3 ans, donc il est quand même quelque chose d'assez. En tout cas, tous les produits ne l'ont pas, Ouais. parce que c'est les J'ai vu normes sans de. ondes, hein, c'est ça? Ça, c'est important, mais en fait, le fait que ce soit pour les enfants de moins de 3 ans, on est sur des normes puériculture, donc de répondre aussi à un certain nombre De sécurité aussi? des normes de Sur le sécurité qui sont sur un le peu plus, produit? Ouais. plus fines et plus contraignantes, en tout cas pour la mise à la bouche, etc. Donc ça, c'était important d'y répondre pour que justement dans les crèches, dans les écoles, même si les enfants n'ont pas encore tout à fait 3 ans, on s'épargne tout questionnement. Ouais. Le produit est utilisé dans ces lieux, on va dire, publics. Enfin, les crèches sont pas publiques, mais les écoles ou en tout cas pas toutes, mais crèches, écoles, bibliothèques sont des lieux dans lesquels on peut faire tester le produit et donner justement cet accès, proposer cet accès à la lecture avec un D'accord. bouquin. Vous avez eu des bons feedbacks en général En des fait, nous, professionnels oui. de l'enfance ou de l'éducation? Alors c'est toujours assez progressif parce qu'au départ on démarre et donc il faut le temps On se cherche un peu aussi, on se cherche un petit peu. s'améliorer. Et il faut du temps. Le monde de l'enseignement a besoin d'expérimenter les produits pour s'assurer que du bien fondé de l'idée, que ça répond à la promesse, que c'est utile, utilisable pour les enfants, etc. Et c'est normal. Et enfin, c'est du service public, il faut faire attention à l'argent qu'on dépense, l'argent du contribuable aussi. Et on confie aux enseignants l'éducation de nos enfants, donc ils ont une forte responsabilité. Et du coup, ils prennent soin quand même de valider chacune des ressources ou des outils qu'ils utilisent. Donc, ça veut dire qu'ils veulent l'essayer.
l'essayer sur une durée qui soit suffisamment longue pour qu'ils se fassent leur propre opinion. Et après, je valide ou non. Et puis, il y a un effet bouche à oreille qui se met en place. Mais tout ça, ça prend du temps. Et donc, il faut attendre d'avoir ses premiers retours. Donc, le début, il est toujours un peu dur. Il faut accepter de prendre ce temps-là. Et après, on a eu un bouche à oreille très positif et puis un engouement qui s'est créé autour de ces écoles. Aujourd'hui, Vous avez fait beaucoup de com? Oui, quand même. On travaille la communication auprès des écoles et des enseignants. Parce que c'est les prescripteurs? Oui, ils ont besoin justement de connaître les usages qui sont faits du produit, de voir ce qui se fait dans d'autres classes par leurs pairs, parce que déjà, c'est ce qui va donner la première envie de le tester soi-même, après le produit avec sa propre classe. D'accord. Donc, tout ça, c'était vraiment important de ne pas brûler les étapes avec les écoles pour qu'il y ait vraiment une appropriation qui se fait et un usage répété et continu. Aujourd'hui, c'est vraiment un appareil du quotidien, en fait. Parce que la lecture, c'est pas juste le vendredi, c'est tous les jours. C'est ça, ouais. Et donc, il fallait atteindre cet objectif de se dire, est-ce qu'on arrive, nous, avec notre appareil Bookinou et la manière, on a des activités qui vont avec, etc. Est-ce qu'on arrive à en faire un objet du quotidien où on peut tenir cette promesse qui est de dire chaque jour les enfants auront un temps supplémentaire de lecture grâce à Bookinou. En tout cas, c'est un élément fort qu'on recherche. Et les histoires, comment vous les sélectionnez? Est-ce que vous avez des partenariats avec des éditeurs? Il y a un premier point qui est vraiment important dans notre philosophie, c'est qu'on a voulu garder un projet et un système qui est très ouvert, en laissant le choix à l'utilisateur lui-même. Donc, ils ne se sentent pas enfermés en fait dans une bibliothèque de contenu qu'on aura créée nous-mêmes, mais au contraire qu'il ait la liberté de choisir n'importe quel livre. Donc, on voulait pas être un censeur de dire c'est tel ou tel livre ou pas un autre. Voilà, ça c'est important. Je pense que c'est d'autant plus important pour les enseignants qui ont besoin de cette liberté pédagogique, donc de choisir les livres qu'ils ont envie de travailler avec leur classe à tel ou tel moment, etc. Tout ça pour dire que le premier point et l'usage premier de Bookinou, c'est qu'on crée soi-même ses propres histoires. Oui. Donc pour n'importe quel livre, je peux enregistrer l'histoire et la passer sur l'appareil pour que l'enfant puisse. Voilà. Ouais. Et il y a un deuxième point, et pour les familles, ça crée la petite connexion émotionnelle avec la voix du proche, qui est vraiment forte. Donc c'est encore un petit plus supplémentaire. Et ensuite, on a effectivement un comité de lecture qui s'appelle le Gang des maîtresses. Waouh. Attention. Quand elles arrivent en ville, c'est quelque chose. Ouh là là. Mais non, qui sont des enseignantes. Il y a que des femmes, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi comme ça. Oui, avec des femmes. Bah, le hasard. Enfin non, c'est pas le hasard. Enfin, je veux dire, en tout cas, nous on n'a pas cherché. C'est plutôt ça. On n'a pas cherché à avoir que des femmes, mais dans l'enseignement. Sur les classes de maternelle, puisque c'est notre cible prioritaire, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et vous les avez sélectionnées comment? Ça s'est fait assez naturellement, des enseignantes qui étaient très impliquées dans le projet depuis le début. Non, qu'on a appris à connaître avec le projet. D'accord. Donc qui ont suivi le projet, qui se sont impliqués, qui ont beaucoup fait de questions-réponses, qui nous ont aidés dans les focus group, en co-construction, etc. Qui montrent un intérêt particulier pour le monde de l'édition jeunesse, un goût pour les albums, etc. Donc après, c'est assez... c'est naturellement. On fait une présélection et on leur partage pour être sûr qu'on n'est pas en train d'intégrer dans le catalogue un livre qui n'aurait pas de sens ou qui... Voilà. Mais on a défini une charte au départ avec elle, sur un certain nombre de critères auxquels nous on était attachés, et puis après on essaie d'y répondre ensemble. Ouais. D'accord, ok. Donc tu me disais donc cette envie de pas démocratiser, mais avoir un impact sur l'éducation des enfants. Oui. Et ensuite, pourquoi ne pas avoir créé un service? Parce que le hardware, c'est quand même... oui. Enfin, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Avec les réseaux de distribution, avec la fabrication, toute la chaîne de production. Yep. Est-ce que vous avez pensé à d'autres possibilités avant? La réponse est oui. Au début, on pense à plein de trucs différents. Enfin, tu vois, et surtout, final, on a voulu éviter honnêtement le hardware parce que ça coûte plus d'argent, ça coûte plus de temps. Une fois qu'on a fait un produit, c'est plus difficile de le changer. En tout cas, on ne le fait pas en changeant une ligne de code. Tout à fait. Il y a toujours des sujets de logistique, de chaîne d'approvisionnement. Enfin, tu as cité tous les sujets qui arrivent. Et au départ, donc, on a essayé justement avec d'autres formules, mais donc le principe de Bookinou, c'est qu'on badge un livre dessus, l'histoire démarre, donc ça fonctionne un peu comme une enceinte qui s'efface au profit du livre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'un seul écran, et que cet écran, ça soit le livre. Oui. Et quand au départ, on avait fait une sorte de proto sur une application mobile, l'enfant badge, mais garde le téléphone en main, il badge le livre, et puis il garde le téléphone entre... Il y a un côté
vraiment hypnotisant presque du côté de l'écran. C'est pas, je suis pas en train de faire de l'anti-écran de base. C'est simplement de dire que là, à ce moment-là, on voulait vraiment accompagner l'enfant dans la prise en main du livre pour ces petits entre 3, 5, 6, 7 ans. Et donc, si on mettait une application au milieu de tout ça, ça répondait plus à cet objectif. Ouais. Voilà, donc on voulait préserver vraiment l'usage du livre, la motricité, le plaisir des pages qu'on tourne, etc. La solidité aussi du boîtier. Ouais, ça, c'est clair, qu'il faut y faire attention. Et puis, il faut travailler avec des gens dont c'est le métier. Bien C'est sûr. pour ça qu'on passe les normes. Hein. Ouais. C'est notamment pour valider Oui, ça. c'est Mais important. Ouais. ça, c'est surtout le studio design, il s'appelle PioPio, PIO, PIO. Et c'est eux qui ont conçu le produit. Ils ont l'habitude de concevoir des produits, plein de produits, grand public, et pour les enfants notamment. Et donc, ils pensent à ça, en fait, quand ils le conçoivent. Votre business model, donc c'est le boîtier, c'est tu achètes tes histoires en fait, c'est ça. Oui, il y a Ouais. effectivement, il y a des histoires, des contenus qu'on peut acheter à la carte ou sous forme d'abonnement également. Il y a d'autres options possibles. Il y a d'autres choses qu'on est en train un petit peu de tester, qui vont peut-être évoluer, mais c'est encore un peu tôt pour en parler parce que c'est pas encore, c'est encore en phase de test, on va dire. Donc vous, donc Guillaume et toi, ton Oui. associé Guillaume, vos backgrounds, vous êtes Alors, techniques, commerciaux. Guillaume, oui. Moi, j'ai plutôt le profil commercial, marketing de notre binôme. Et donc, Guillaume, effectivement, est ingénieur en informatique. Donc, lui, c'est lui vraiment qui a fait le premier prototype Ah oui, d'accord. où il a acheté une carte électronique sur Internet. Il est revenu un matin, il m'a dit, tiens, essaye. Ah ouais, Et, ok. donc, il était évidemment pas connecté à une application mobile, rien de tout ça, mais il a eu voilà, ce plaisir de prendre son fer à souder à la maison, faire une petite boîte en bois, l'assembler, voilà. Donc, il adore faire avec ses mains. Donc, pour passer vraiment cette étape de 0 à 1, de j'ai pas de produit à j'ai un premier démonstrateur que je peux utiliser pour vraiment faire projeter les gens dans un usage, ça a été fondamental. Et heureusement qu'il était là pour nous mettre le pied à l'étrier. D'accord. Vous avez toujours voulu créer une boîte? Je crois que oui. Chacun d'entre nous a des expériences entrepreneuriales avant Bookinou. Ah d'accord, ok. Chacun de son côté, Toi, qui ont t'avais fait beaucoup de quoi? side projects. Moi, j'avais une expérience plutôt c'était dans un contexte associatif, mais on a créé un festival qu'on a tenu pendant 2 ans avec des copains. D'accord. C'était quoi comme festival? Alors, c'était un festival un peu particulier. C'était des concerts. Et l'entrée des concerts était payable sous forme de denrées alimentaires. Donc les gens venaient avec leur sac de courses, de pâtes, d'huile, etc. et les déposaient à l'entrée du concert. C'était remis à la banque alimentaire d'Isère, qui était là avec son camion et qui repartait avec la nourriture. Les gens, D'accord. Quel style de musique? c'était assez varié, musique électronique, un peu de chansons françaises également. D'accord, ok. Voilà. Et ça avait bien marché, Ouais, ça vous avait avez bien attiré marché. du monde et tout? Il y avait, il me semble de mémoire, une vingtaine de tonnes de nourriture qui avait été collectée. Ça a duré. Après, on a transmis puisque ça restait une structure étudiante associative. Donc on l'avait créé, on l'a tenu 2 ans et après on l'a transmis. Et ça a duré une dizaine d'années. Ah quand même. Ouais, et je crois que j'ai plus de nouvelles récemment, mais en plus avec le Covid, Ça tout continue? Il y a des gens qui l'ont repris? j'ai pas l'impression. Ouais, enfin, il y a eu le Mais Covid, mais je crois est-ce que que là, ouais, non, honnêtement, t'as pour pas de nouvelles? l'interrogation, ouais, après on a perdu un petit peu le fil parce que ça remonte du coup. Ouais, ouais, Mais ouais. ça a perduré longtemps. Ouais, 10 ans, c'est pas mal. Ouais, c'était bien. J'ai vu, vous aviez eu une distinction, corrige-moi si c'est pas bon, de l'éducation nationale. On a toujours en fait un soutien de l'éducation D'accord. nationale, quoi. On travaille avec la direction du numérique éducatif pour nous accompagner justement sur le développement, la fin du développement du produit et puis de ses D'accord. usages et d'activités qui sont réalisés dans un cadre scolaire. Donc ça a été effectivement une étape importante pour nous. Ouais. Parce qu'il fallait postuler, il fallait. Oui, il y avait un dossier à l'époque à remettre, etc. Donc valider sur le terrain les usages, donc que ce soit les enseignants eux-mêmes qui valident le fait que ça soit utilisé. Voilà. Mhm. Après, quelque part, enfin, l'éducation nationale s'en empare et rassurer sur le fait que des enseignants l'utilisent, du coup, peut valider, soutenir, labelliser quelque part le projet. Et puis après ça nous aide à nous faire connaître auprès des autres enseignants. Donc c'est un cercle vertueux qui s'alimente D'accord. entre le terrain et l'administration de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? On est une dizaine, même un petit peu plus, une équipe pluridisciplinaire, puisqu'il faut à la fois travailler sur la partie contenu, éditorial. Alors on a forcément du marketing, sales, les opérations qui sont très importantes quand on a du hardware, donc tech, une équipe de développeurs en interne. Et on a aussi un pôle pédagogique justement pour développer les activités réalisées en classe et éditoriales. D'accord. Toute Toute l'équipe est à Lyon? Presque.
Il y a une personne qui n'est pas allée à Lyon et qui est donc en full remote et qui vient occasionnellement. Ça pose pas de problème d'avoir quelqu'un, non? Non, parce que dans l'occurrence, c'était sur la partie pédagogique. Et donc Sabine, on savait qu'on cherchait quand même un background, quelqu'un qui avait l'expérience du terrain, de l'école, qui avait été enseignant, qui a été formatrice, qui a été conseillère pédagogique. Enfin voilà, Oui. c'était très précis, donc on ne pouvait pas en précis. plus rajouter Lyon dans la fiche. Voilà. Et quand la rencontre s'est faite avec Sabine, c'était assez évident que c'était avec elle qu'il fallait qu'on travaille. Donc c'était pas grave si elle était loin. D'accord. Enfin, en tout cas, on n'était pas prêt à passer outre. Oui, c'est pas gênant qu'elle soit pas là au quotidien, au bureau. Non, et puis on apprend à. Oui, à gérer. Ouais. On a appris, maintenant c'est différent. Ok, génial. Quelles sont les prochaines ambitions pour Bookinou ? Écoute, on veut. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été lancées sur l'année dernière, donc qui vont déjà se poursuivre et se consolider. Ouais. Autour justement on va dire de continuer à être de plus en plus présent dans les écoles, de continuer à alimenter notre offre de contenu. Et puis on développe également. Combien t'as un chiffre en tête ? Là, au niveau des contenus, on a un peu plus de 350, je crois, contenus, donc livres en version audio. Ce sont que des ouvrages qui existent en version livre, papier, exactement. Papier. Soit on est diffuseur de contenus qui sont produits par l'éditeur, ou soit on achète les droits et c'est nous qui produisons avec un studio partenaire. Donc on est vraiment là, du coup on prend le risque financier de produire et de... Alors après, des systèmes de royalties, évidemment. Ça nous laisse une grande liberté dans notre ligne éditoriale, pouvoir chercher à la fois des incontournables, mais aussi aller chercher, être dénicheur de pépites. On se voit beaucoup plus à l'image d'un libraire de quartier qui va faire découvrir des nouveautés, de nouvelles choses, de petits, entre guillemets, petits éditeurs, ce qui est absolument rien de péjoratif, évidemment. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un peu une marque de fabrique de notre côté. Et on a beaucoup de plaisir aussi dans le fait de produire et puis d'avoir la fierté de créer un produit culturel. Moi, je viens du monde du spectacle vivant et j'ai travaillé pendant 10 ans et je trouvais que c'était assez grisant de se dire, de voir concrètement... Quand on a produit un spectacle, on le voit sur scène. Quand on produit un livre audio, on peut l'écouter. Enfin, il y a un livrable tangible qui est assez stimulant pour toute l'équipe. Alors, vous avez des concurrents. Est-ce qu'ils font exactement la même chose ? Moi, je parlais de l'Uni, je pensais à l'Uni. Ouais. Est-ce que vous faites exactement la même chose ou pas ? Non, évidemment. Donc, tu me dis exactement. Donc, je peux répondre que non. Non, mais ceci dit, on ne fait pas exactement la même chose. On est dans un même univers puisqu'on s'adresse aux mêmes enfants, même tranche d'âge. Fonctionnellement, on travaille sur de l'audio, des histoires audio. Donc, on est vraiment dans un univers similaire. Après, on a des approches qui sont différents. Il y a l'Uni, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de produits et services qui existent, qui sont matériels ou numériques, qui existent pour les enfants. Je pense que là où on a une approche qui est différente, certains vont vraiment axer sur l'imaginaire des enfants, développer justement cet imaginaire, cette créativité des enfants. Nous, on est vraiment sur le sujet de la lecture et on se distingue par une approche justement autour du livre, de la prise en main du livre, et qui est assez, du coup... quelque part qui est intrinsèque à l'usage même de Bookinou, de se dire on met un livre entre les mains de l'enfant. Forcément, je vais défendre ma sauce et pas celle des autres, mais on va avoir une portée. Voilà, l'idée n'est pas d'occuper les enfants, c'est pas seulement en tout cas de les occuper, c'est même pas de les occuper intelligemment, c'est de leur mettre le pied à l'étrier de la lecture pour les 20 prochaines années. Ouais. Il y a la lecture, mais il y a aussi nos écrans, enfin nos screens. Enfin, tu vois, oui, tout à fait. Pas avoir d'écran avant 3 ans et encore. Ouais. Voilà, il y a plusieurs. On va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'études là encore récemment. C'était il y a 2 ou 3 semaines que les chiffres étaient à nouveau publiés. Mais il y a un côté fondamental dans la lecture est la base de tous les apprentissages. Et du coup, comme il y a quand même 40% des enfants qui ont des difficultés de lecture, c'est autant d'enfants qui voient leur scolarité qui est, c'est discriminant pour toute la scolarité. Si je ne sais pas lire, j'ai des problèmes avec la compréhension orale, c'est compliqué de faire des exercices, de suivre en classe, de travailler à la maison, enfin tout est plus dur, tout est plus long, voilà. Et donc s'adresser à ce sujet, c'est un sujet quand même sociétal et donc il faut le traiter très en amont et dès là pour le coup c'est l'éducation nationale qui le dit, dès 3 ans, dès la maternelle, qui est l'école du langage, et donc le langage, la compréhension orale, la lecture, tout ça va ensemble. Et développer les compétences langagières d'un enfant, le vocabulaire, la mémorisation, la compréhension orale,
Tout ça, ça se fait par la lecture. Donc au départ, elle est accompagnée, on lit aux enfants, et puis après, petit à petit, ils le découvrent et puis ils deviennent autonomes. Mais ça se fait progressivement jusqu'à ce qu'ils sachent lire. Mais c'est là-dessus qu'on veut aider à avoir un impact et aider à travailler les enfants. Alors bien sûr, tout ça, je dis travailler, je parle d'école, etc. Les enfants, ils ont à partir de 3 ans, donc ça reste ludique. Bien sûr, c'est des histoires, ils aiment ça. Ouais, mais c'est quand même des bases. L'enjeu est là. C'est des bases pour la vie. Et la notion de plaisir, il faut qu'elle soit centrale, parce qu'on sait qu'on apprend bien ce qu'on aime bien, et ils vont continuer à le faire s'ils trouvent du plaisir, de la curiosité. Voilà. Puis aider aussi un peu les parents dans ce rôle. Voilà. Pas qu'à l'école, mais aussi à la maison. Non, exactement. On parle beaucoup de l'école, mais on parle bien d'une... Sur ces âges-là, on parle bien de les écoles, les familles et les parents et les enseignants travaillent main dans la main. C'est une mission qui est partagée entre les deux. Ouais. Comment vous voyez dans quelques années Bookinou ? On se voit énorme. On se voit avec, t'imagines bien, un building de 17 étages et compagnie. Au moins. Au moins. Non, mais je pense que si tous les enfants ont un Bookinou comme ils pourraient avoir une calculatrice quand ils rentrent dans les maths, ça serait génial. Mais on se voit vraiment comme ça, comme une porte d'entrée vers la lecture pour tous les enfants. On y travaille aujourd'hui sous forme d'études qui sont faites sur le terrain auprès des enseignants pour justement collecter notamment le temps supplémentaire de lecture qu'ont les enfants grâce à un Bookinou. Sur le fait le taux d'utilisation chaque jour. Après, il faut aller encore un petit peu plus loin, et on va continuer à aller plus loin pour apporter justement des preuves scientifiques d'études d'impact sur ces sujets. Donc, vous avez commencé à faire une étude scientifique il y en a déjà c'est en cours. Là, aujourd'hui, c'est des études qu'on a menées nous, en interne. Et donc, t'as des résultats un peu que tu peux communiquer? Oui, on a justement là, on a quasiment 9 enseignants sur 10 qui déclarent que ça permet d'avoir plus de temps de lecture pour les enfants. 94% des enseignants qui déclarent que ça leur permet d'avoir, qui le recommandent aux autres enseignants. Le temps moyen de lecture supplémentaire est estimé entre 15 et une trentaine de minutes par enfant et par semaine quand il y a un Bookinou par classe. L'enjeu pour nous, c'est de dire, et s'il y en avait un par enfant, on multiplie tout par 20. C'est clair, c'est bien. Donc, c'est le cadeau. Donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles nous, on est très, très attentifs. Et du coup, c'était quoi ton moteur, toi, personnellement Est-ce que toi, tu as un moteur plus personnel par rapport à ce projet ? Je pense que, alors, sur ce projet, c'est Guillaume qui a apporté le sujet. L'envie d'entreprendre, elle était de toute façon là, c'était un socle. Sur un sujet du coup qui nous parle et qui nous motive. Je pense pas que j'aurais été capable d'aller sur un sujet très très tech, par exemple, qui aurait été qui me parlait moins émotionnellement. Je fonctionne quand même, je pense beaucoup à l'émotion aussi, et en ça le projet devait avoir cette composante. Et ensuite les moteurs, c'est il y a une part de fierté, le côté de l'accomplissement, de faire quelque chose dont on est fier, dont on parle en famille, avec les copains, même quand tu rencontres quelqu'un, et alors tu fais quoi dans la vie ? Mais c'est pour soi d'être fier de ce qu'on fait. Ça, c'est une belle mission. C'est quand même évidemment important. Et puis après, on fonctionne aussi à l'adrénaline. Franchement, l'entrepreneuriat, il y a quand même une grosse part de... Des fois, c'est dur parce qu'il y a des creux, mais... c'est un peu le roller coaster émotionnel, c'est sûr. Oui, vous avez levé des fonds ? On a levé des fonds, on n'a pas communiqué dessus parce qu'on cherchait pas à communiquer dessus, mais on a levé des fonds effectivement pour lancer les investissements liés l'investissement du part, le go-to-market qui est quand même tout à fait. La partie hardware est assez coûteuse. Donc c'était un passage obligé. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui. LinkedIn, Insta, Insta, Twitter. Un peu tous les réseaux pour des cibles différentes. Mais on est sur tous ces réseaux. Pour bien communiquer autour du produit et de votre mission. Exactement. Écoute, je te remercie Vincent pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi, c'était très intéressant effectivement, j'étais très content de pouvoir en parler. Merci à toi, au revoir. Bientôt. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.